comme tu l'as montré, effectivement, il y a beaucoup de lois qui existent. Mais enfin, la loi française, et on va en parler maintenant s'il n'y a pas d'autres questions, est la seule loi qui va plus loin que le reporting, qui touche tous les enjeux droits humains, santé, sécurité et environnement, et qui crée véritablement une nouvelle obligation juridique pour les grandes entreprises françaises et une nouvelle obligation juridique pour les grandes entreprises en tant que société mère et donneuse d'ordre. Alors, je ne sais pas, je pense que vous êtes quand même au courant de la loi maintenant, mais je vais quand même reprendre certains éléments pour après faire le lien avec les enjeux d'application. La loi française et la loi, certes, elle est tirée des référentiels internationaux, mais c'est quand même aujourd'hui, certes, il y a d'autres lois, mais c'est quand même la plus aboutie en matière de transposition juridique des recommandations des référentiels internationaux qui demandent la mise en place de démarches de vigilance au sein des entreprises. Et donc, je vous rappelle le contenu du plan. Donc, ces mesures-là sont citées expressément par la loi. Donc, une cartographie des risques, une évaluation régulière des filiales et des sous-traitants, répondre aux risques, mettre en place un mécanisme d'alerte. Et on pourra en reparler tout à l'heure parce que c'est véritablement un enjeu aujourd'hui pour les entreprises. Suivre, bien évidemment, comme tout processus de gestion des risques, suivre ces mesures, le suivi global et mesurer la performance aussi pour pouvoir en rendre compte à l'externe. Le plan de vigilance, donc l'obligation juridique pour les entreprises, elle couvre les activités, bien évidemment, de l'entreprise elle-même, mais aussi en tant que groupe de sociétés, des filiales directes et indirectes, et de certains de ses sous-traitants et fournisseurs avec ceux avec qui elle a une relation commerciale établie. L'originalité, enfin, la nouveauté de la loi aussi en ce qui concerne la responsabilité qui est associée à cette nouvelle obligation juridique. Il y a d'abord une responsabilité, même en l'absence de dommages, de l'entreprise si elle ne publie pas son plan ou si le plan est publié et manifestement, et d'ailleurs pas manifestement, est insuffisant. Et j'attire votre attention sur le fait que, en matière par rapport à cette loi, ce qui va se passer, et on le sait, la société civile se prépare, et ils le disent, hein, c'est pas un secret, que les prochains plans de l'année prochaine vont être regardés. Si les acteurs, les parties prenantes, les ONG, les syndicats, ou n'importe qui d'ailleurs, toute personne intéressée à agir considère que ce plan ne va pas, ils peuvent mettre en demeure la société qui a 3 mois pour répondre et après ils peuvent saisir le juge qui aura la charge de trancher pour savoir si le plan est suffisant ou pas. D'où l'importance de la transparence et du reporting, on va en parler tout à l'heure, qui devient finalement un risque juridique en soi de ne pas publier ou de ne pas bien publier les informations du plan. Bien évidemment, la première obligation, elle est d'établir ce plan en interne et de le mettre en œuvre. Et ensuite, l'originalité de la loi. La loi, elle vise véritablement, et c'est pour ça que c'est une nouvelle obligation juridique, et c'est pour ça que c'est innovant, parce que ça vise directement la société mère ou donneuse d'ordre. La loi, elle vise finalement à réparer les victimes à l'étranger, notamment dans les pays où les tribunaux ou les lois ne sont pas suffisantes pour qu'il y ait un accès à la réparation. Elle vise aussi à mettre en relation la victime directement avec la société mère, en considérant que la société mère a une responsabilité juridique. Alors, les référentiels internationaux posaient déjà la responsabilité dite sociale, et aujourd'hui, on va vers de la liability et on transforme en hard law. Et donc, en cas de dommage, les victimes pourront se retourner vers la société mère si elles arrivent à prouver un lien de causalité entre la survenance du dommage et l'insuffisance finalement du plan de vigilance ou l'absence de plan de vigilance. Du coup, c'est quand même une loi qui va plus loin que toutes celles qu'on a vues, même si elle vient de s'inscrire dans un contexte plus global. Véritablement, elle a des conséquences juridiques plus importantes que celles qu'on a vues, et notamment parce qu'elle va plus loin que le reporting. J'attire votre attention sur le fait, mais vous devez le savoir, qu'il y a des enjeux d'application. L'année 2018, donc les plans publiés en 2018 qui portaient donc sur les actions mises en place en 2017, les entreprises avaient une obligation de rendre compte de ce plan, donc c'est ce qu'elles ont fait en début d'année. Et je vous renvoie vers l'étude qu'on a faite avec BL Evolution, qu'on a présentée en avril, qui est sur notre site, sur les premiers plans de vigilance parus. Et dès l'année prochaine, donc sur l'exercice 2008, sur les actions de 2018, les entreprises devront rendre compte du plan, mais aussi faire un compte-rendu annuel finalement de sa mise en œuvre. Et les conséquences juridiques, la responsabilité juridique, les possibilités d'action juridique ne pèsent que
sur l'année prochaine. Donc là, il y a un véritable enjeu pour les entreprises et on sait que les entreprises n'ont pas forcément eu le temps au niveau timing de se préparer l'année dernière, de publier des plans conséquents ou en tout cas de se mettre en ordre de bataille en interne. Ont travaillé, et là je parle pour les entreprises que je connais, ont véritablement travaillé cette année pour formaliser leur plan et le déployer en interne. Et donc les plans de l'année prochaine seront vraisemblablement, et sûrement et très probablement beaucoup plus complets que ceux de cette année. Donc là, on a fait, nous, des premières analyses sur ces plans tout en reconnaissant les limites de l'exercice pour cette année. Pour continuer, donc par rapport à ce que disait Céline tout à l'heure, on a vu véritablement un enjeu de compréhension de cette loi. Cette loi est une loi cadre. C'est une loi avec, c'est normal, hein, comme beaucoup de lois. Il n'y a pas eu de décret d'application et il n'y en aura pas, vraisemblablement. Donc, les entreprises ont dû la comprendre, ont dû se l'approprier. Et il y a eu beaucoup de questions sur les termes employés, sur comment l'esprit, l'objectif de la loi, dépasser la lettre de la loi. Et finalement, nous, ce qu'on préconise, et on l'a vu, cette loi vient des référentiels internationaux, elle s'inscrit dans un contexte global, et les travaux préparatoires et les débats sont clairs et nets sur le sujet. Et donc, il faut essayer d'aller le plus possible utiliser les référentiels internationaux, mais plus que les référentiels internationaux de soft law, c'est aussi tout le cadre global qui s'est développé à partir de ces référentiels, toute l'appropriation qui en a été faite par les entreprises elles-mêmes, par leurs parties prenantes, tous les guides sectoriels, les initiatives sectorielles, et il y en a eu beaucoup de choses, et c'est ce que montre ce schéma-là, qui a été fait par le WBCSD, qui est plutôt, qui est assez bien fait, je dois le dire. Alors, il date de 2007, donc on peut encore ajouter une couche, et il y a pas mal de choses qui se sont aussi passées en 2018. Mais l'idée est de montrer un peu tout le foisonnement des initiatives ou des lois en matière d'entreprise et de droits humains, avec en haut à droite, donc les lois, on en a parlé, les plans d'action nationaux en bas en bleu, mais surtout, sur la partie droite, excusez-moi, je me suis trompée, c'est tous les guides d'application, les classements qu'il y a eu par rapport l'appropriation finalement qui est faite par rapport à ces référentiels et comment les parties prenantes les ont utilisés pour évaluer les pratiques des entreprises et aussi comment les entreprises, parce qu'elles se les sont appropriées, hein, je l'ai déjà dit, l'ont utilisé pour comprendre la loi. Et donc tout ce cadre global est vraiment, vraiment utile et j'insiste pour les entreprises, pour déjà se rassurer, parce que certaines ont peut-être pu paraître paralysées par l'ampleur de la tâche, si je puis dire, ou par la mécompréhension de la loi, et aussi pour savoir comment l'appliquer. Et ces référentiels sont connus, et tous les guides qui sont avec sont connus par les parties prenantes de l'entreprise, qui elles-mêmes s'appuient sur ceci pour faire leurs recommandations. Et Sherpa le dit clairement dans son guide et on a parlé vendredi dernier. Pour continuer sur nous, ce qu'on a vu donc, par rapport à l'étude des premiers plans, mais surtout par rapport aux pratiques et aux échanges qu'on a avec les entreprises, il y avait eu un véritable enjeu en interne des entreprises de comprendre l'objectif de la loi. Pourquoi? Parce que c'est une approche qui n'est pas traditionnelle dans les entreprises, puisque c'est une approche, certes, d'identification et de gestion des risques, et ça on peut considérer que c'est traditionnel dans l'entreprise, mais non pas des risques pour l'entreprise, mais bien des risques sur les personnes de l'environnement, et les personnes ou l'environnement. Et donc ça nécessite véritablement de changer de perspective par rapport à ces processus traditionnels, par rapport aux réflexes habituels des gens en interne dans l'entreprise, et d'envisager le biais non plus le risque financier, le risque réputationnel, le risque juridique associé à une éventuelle violation des droits humains ou une atteinte à l'environnement, mais bien le risque que les personnes voient leurs droits humains violés. Et quand je dis personnes, c'est les parties prenantes potentiellement affectées qui sont les bénéficiaires finalement ultimes de la loi et du dispositif mis en place. Et donc, on voit que cette année, et déjà l'année dernière, il y a eu un véritable enjeu pour les entreprises. Ces sujets-là sont encore souvent portés par les directions RSE qui sont en charge des dialogues avec les parties prenantes, qui sont en charge des dialogues, des relations avec les investisseurs socialement responsables,
qui connaissent les référentiels RSE de Soflo, mais qui sont finalement, qui étaient assez, et ça c'est mon point de vue, mais en tout cas qui étaient finalement peut-être les seuls, ou en tout cas, enfin quand je dis RSE et achat responsable, et voilà, mais qui finalement étaient minoritaires dans l'entreprise. Et la loi a demandé, parce qu'elle a un périmètre très large, elle a demandé l'intervention d'autres acteurs, elle demande un processus de risque, elle demande des processus de contrôle, de suivi. Donc il y a des fonctions support qui ont été sollicitées, des fonctions juridiques, des fonctions audit, des fonctions contrôle interne, etc. Et il y a eu une nécessité pour les entreprises de travailler pour véritablement comprendre cette loi et avoir une vision partagée et commune entre les différents acteurs de l'entreprise, et notamment au sein de comités, de groupes de travail qui ont été chargés de déployer la loi. La deuxième conséquence du fait du changement de lunettes, si je puis dire, c'est que oui, et c'est intéressant d'utiliser les processus internes existants parce qu'ils existent, parce qu'ils sont connus, parce que c'est une question de ressources, de moyens, et puis ça permet de diffuser partout. Mais utiliser les processus internes, et je pense par exemple au système de entreprise risk management, de revue des risques annuels qui existait, ou au dispositif d'alerte interne qui existait déjà, ça a été fait dans les entreprises, mais il ne faut pas oublier que, comme je l'ai dit, à partir du moment où on considère que c'est les risques sur les personnes, il faut véritablement intégrer, si je puis dire, la spécificité vigilance et changer de braquet et adapter les processus, ou rajouter peut-être des questions, et ça a été fait dans les entreprises, pour que ce qu'on cherche à identifier, ce qu'on cherche à évaluer, c'est bien le risque sur les personnes et non le risque pour l'entreprise. En matière de dispositifs d'alerte interne, il y a eu, et vous le savez, la concomitance avec la loi Sapin 2 sur la lutte anticorruption, qui demande aussi un dispositif d'alerte et qui a des exigences plus importantes que la loi sur le devoir de vigilance. Et donc les entreprises ont naturellement plutôt opté pour le même dispositif d'alerte pour les deux lois, mais il y a eu aussi des questions d'interprétation. Le dispositif d'alerte qui ne s'appelle pas dispositif d'alerte, mais qui s'appelle mécanisme de recueil d'alerte et de signalement, dit vigilance. Si on considère, et c'est la réalité, que la loi vise à protéger les personnes, toutes les personnes, tous les tiers, toutes les parties prenantes potentiellement affectées, ça veut dire que ce dispositif d'alerte doit leur être complètement ouvert, donc à tous, qu'il doit leur être accessible, qu'il doit leur être communiqué de manière particulière. Et c'est vrai que ce qu'on a vu, la concomitance avec Sapin 2, mais aussi peut-être une mécompréhension de la loi, fait que certaines entreprises se sont interrogées sur le fait de savoir s'il fallait que le garder en interne ou en externe, et n'ont peut-être pas pris encore toute la mesure de la spécificité vigilance dans la mise en place de leur dispositif d'alerte. Et moi, je pense, et on travaille beaucoup là-dessus, que c'est un véritable enjeu pour les entreprises l'année prochaine d'arriver à rendre ce dispositif accessible à tous, à le communiquer de manière satisfaisante, à éventuellement le compléter si besoin, dans certains cas, là où les risques sont identifiés au niveau local, par d'autres mécanismes opérationnels plus adaptés à la partie prenante considérée et à la potentielle victime. La deuxième chose que je voulais insister, c'est que je l'ai dit, certaines entreprises ont considéré, ou certaines personnes ont un peu eu peur par l'ampleur de l'avantage, considéré que c'était une loi finalement inapplicable parce que beaucoup trop large, parce que qui touche. Et c'est vrai que le périmètre est véritablement très très large, hein, mais ce qui est plutôt rassurant, ça c'est mon point de vue, c'est que si on reprend l'objectif de la loi et si on reprend surtout d'où elle vient et les référentiels internationaux de RSE et la définition, la délimitation des démarches de vigilance, c'est de comprendre que c'est une démarche qui ne demande pas, déjà ça reste une obligation de moyens, c'est sûr, et c'est une démarche qui ne demande pas à l'entreprise d'auditer tous ses fournisseurs d'un coup, mais c'est une démarche qui doit être basée sur les risques pour les personnes, je le répète, mais quand même sur les risques, et sur la priorisation de ces risques. D'où l'importance quand même et ça c'est la première étape. Et les entreprises ont véritablement finalisé cette année cette cartographie des risques. Alors oui, elles ont pris du temps, mais en attendant, comme c'est le point fondamental, c'est le point de départ de toute la démarche, cette cartographie, elle doit véritablement être exhaustive, elle doit porter sur toutes les activités des entreprises.
Et pour que l'entreprise soit à même de justifier de ses choix, pour que l'entreprise soit à même de prioriser les risques qu'elle va traiter, et c'est le sens de la démarche de vigilance, hein, prioriser les risques et les traiter en priorité et faire des plans d'action de gestion. Et c'est une démarche d'amélioration continue, je vous le rappelle. Donc pour que l'entreprise soit à même de prendre les bonnes décisions dans le cadre de la loi de devoir de vigilance, il est nécessaire que cette cartographie des risques soit la plus exhaustive possible et qu'elle soit bien évidemment bien faite selon des critères de qualification des risques, donc par rapport aux personnes, et des critères de gravité. Une fois qu'on a dit ça, une fois que ces risques ont été identifiés, une fois que ces risques ont été priorisés, les actions, et ça c'est plutôt rassurant je pense, doivent être graduées et proportionnées à ces risques identifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un fournisseur n'est pas considéré comme un risque parce que ce n'est pas une catégorie à risque, parce que ce n'est pas dans un pays à risque, ou parce que ce n'est pas un produit à risque particulier, l'entreprise n'aura pas à l'auditer dans la minute, si vous voulez. Donc, il y a un moment où il faut aussi comprendre que c'est une démarche d'amélioration continue et que les réponses sont finalement induites par ces risques priorisés et que la qualité des réponses sont aussi graduées. Les moyens d'action, par exemple, sur un fournisseur ou sur un certain pays ou sur une filiale, ne sont pas tous des audits, ne sont pas tous des machines à gaz, ne sont pas tous des évaluations. Ça peut être des choses plus light. Et véritablement, et je sais, enfin, pour en discuter avec elle, il y a un besoin de compréhension de cette démarche pour les entreprises, en particulier les entreprises qui n'étaient pas forcément très avancées, très matures dans les démarches droits humains, pour finalement arriver à définir les actions prioritaires et faire un plan d'action. On ne demande pas à ce que tout soit parfait demain. C'est pas le sens de la loi. Voilà. Et ensuite, donc là, j'en ai déjà dit un mot. Ce qu'on a vu aussi dans l'application de cette loi, c'est que c'est une obligation qui pèse sur la société mère, je l'ai déjà dit. Et c'est la volonté de la loi, d'ailleurs, l'obligation juridique qui pèse sur la société mère. Pour autant, ce qu'elle vise à couvrir, finalement, c'est véritablement des enjeux qui sont opérationnels. C'est des grandes entreprises. Les enjeux de droits humains, ils sont liés au contexte d'opération, ils sont liés au pays, ils sont liés à l'activité au sein même d'une entreprise. Selon les activités, selon les types de projets, les enjeux de droits humains, les risques liés aux droits humains seront différents. Et donc, il y a un besoin véritable de décliner ce plan au niveau opérationnel, d'identifier les risques, même s'il y a une cartographie globale des entreprises. Et comme ça a été finalement pris en charge, et c'est normal parce que la responsabilité juridique appartient à la société mère, mais donc ça a été pris en charge par les directions corporate des entreprises, il y aura, vous allez voir, des cartographies globales, des process globaux de suivi du plan, etc. Oui, c'est une réalité, mais il y a finalement des actions à faire à un double niveau et tout l'enjeu est véritablement à partir de ce plan global, cette démarche globale du groupe, arriver à le décliner au niveau opérationnel. C'est des grandes entreprises qui sont dans plusieurs pays, les fournisseurs, elles en ont des milliers. Et donc, et c'est tout l'enjeu, à mon avis, de la future application de la loi. Il y a véritablement un enjeu d'assurer au niveau opérationnel comme au niveau corporate la gouvernance du plan et le pilotage du plan au niveau global, mais aussi de chacune des mesures et de chacun des enjeux, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, les enjeux droits humains sont gérés par telle direction, les enjeux santé sécurité par une autre direction, etc. Donc, plus que la coordination, il y a un enjeu de pilotage. Il y a un enjeu d'association avec les parties prenantes, et ça a été reproché aux entreprises de ne pas associer les parties prenantes assez au plan. Donc, il y a eu des efforts faits, je peux en témoigner, pas notamment avec les associations syndicales, mais c'est au niveau corporate, ce n'est pas encore descendu au niveau opérationnel et pareil pour les ONG. Et pour autant, associer les parties prenantes, le plus intéressant, et les ONG le disent, et elles ont raison, c'est d'associer aussi les parties prenantes potentiellement affectées, donc les parties prenantes locales, aux mesures locales, selon les spécificités locales. Donc il y a, je crois, un cran encore à mettre en œuvre et descendre véritablement, que les entreprises arrivent sur tous ces enjeux d'accompagnement, de pilotage du plan, à descendre au niveau opérationnel. La question qui nous a été posée par Philippe Auroy, le périmètre de la loi parle des fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Quid des atteintes
aux droits de l'homme dans les supply chains longues? Alors, euh, juridiquement parlant, moi, alors, bon, il y a encore des questions d'interprétation, puis de toute façon, ça sera réglé par le juge, donc on verra. Mais, nous, ce qu'on peut voir, et d'après mes discussions avec des juristes, et voilà, juridiquement parlant, c'est effectivement que les relations commerciales établies, donc c'est même pas tout le rang, hein, parce que c'est une définition jurisprudentielle qui nécessite une relation continue dans la durée, répétition, etc. Pour autant, quand on voit les référentiels internationaux, d'où ça vient, ça c'est clair, c'est toute la supply chain. Quand on regarde les lois, les autres lois, même si c'est que, entre guillemets, des obligations de reporting, mais c'est déjà bien, c'est aussi sur toute la supply chain. Quand on regarde les entreprises euh, qui sont les plus avancées, qui n'ont pas attendu la loi, entre guillemets, pour agir, qui ont été challengées depuis des années, elles ne s'arrêtent pas au rang 1, notamment sur les chaînes d'approvisionnement qui sont sur lesquelles elles ont été challengées et qui sont finalement les plus importantes pour elles. Et ça se voit dans les plans de vigilance qui sont parus cette année. Et là, je vous renvoie vers notre étude parce qu'on a identifié quelques bonnes pratiques où les entreprises vont plus loin dans la supply chain. Et c'est quoi? C'est par exemple Michelin sur le caoutchouc, c'est par exemple EDF sur le charbon et l'uranium, c'est les distributeurs sur des chaînes où ils ont été très challengés par les parties prenantes. Pourquoi? Parce que finalement, c'est plus des relations. Enfin, comment dirais-je? C'est plus juste l'approvisionnement, ça devient du cœur de métier. Et moi, je considère que l'approvisionnement en uranium pour EDF ou l'approvisionnement au caoutchouc pour Michelin, c'est finalement, ça fait partie, ça rentre dans le cadre des activités propres de l'entreprise et ça ne doit plus être considéré comme de l'approvisionnement par des relations commerciales et s'établit. Et honnêtement, on ne sait pas comment le juge va l'interpréter, mais ça me paraît difficile d'exclure les chaînes d'approvisionnement tellement spécifiques à l'activité de l'entreprise, de l'exclure du périmètre du plan de vigilance, même si finalement il ne passe pas par des relations commerciales dites établies au sens juridique, au juridique du terme, mais c'est mon interprétation. Les entreprises, encore une fois, de toute façon, il n'y a pas que la loi sur le devoir de vigilance, hein, je le rappelle, il y a quand même de plus en plus d'attentes des partenaires commerciaux, des investisseurs, des agences de notation extra-financière, qui, elles, ne s'arrêtent pas à une relation commerciale établie. Donc, ça peut être une première étape pour les entreprises qui ne sont pas encore entrées dans les démarches, et parce que c'est de la compliance, la conformité juridique, hein, si je puis dire. Mais je pense que les entreprises ont intérêt à l'inscrire précisément comme une première étape et à terme étendre déjà à tout le rang 1, mais aussi à toutes les chaînes d'appro qui sont identifiées comme à risque dans le cadre de leurs activités. Sur le dernier enjeu, mais alors vraiment fondamental, et nous on travaille beaucoup avec Laure dessus, et on a déjà prévu un webinaire en juin sur la question des indicateurs. Comme je l'ai dit, les moyens de contrôler finalement, le premier moyen de contrôler l'application de cette loi, avant même l'intervention du juge, ça va être le regard des parties prenantes sur les plans publiés l'année prochaine qui vont attaquer mettre en demeure l'entreprise et attaquer si elle considère que c'est pas suffisant. Et donc, ça devient un risque juridique pour les entreprises de ne pas communiquer dessus. Bon, ça, de toute façon, c'est une obligation légale, mais de ne pas communiquer assez dessus. Je sais pertinemment qu'il y a des tensions internes et il y a un équilibre véritablement à trouver entre le souci de protection juridique ou de protection commerciale ou de confidentialité de l'entreprise et à l'inverse, la nécessité d'être le plus transparent possible sur sa démarche de vigilance. Je me permettrai de rebondir sur ce que Charlotte vient de dire pour insister sur l'idée de communication. Parce que la communication, c'est pas que tout mettre sur Internet et tout rendre visible et tweeter dans tous les sens. Ça peut être communiqué avec les populations locales, ça peut être communiqué en manière sensible, de manière pour sensibiliser, pour former, pour informer les bonnes personnes. Communiquer, c'est trouver à qui l'information doit être bien donnée, avec quel degré de détail. Donc du coup, il y a en effet une vraie réflexion au-delà de l'élaboration du plan de vigilance qui doit être rendu public. Il y a qu'est-ce qui découle de ce travail qui va être fait par les entreprises sur maintenant qu'on a fait ce plan de vigilance, comment est-ce qu'on communique avec toutes les parties prenantes,
y compris les populations locales qui peuvent être, je pense à toutes les populations qui peuvent être par exemple touchées par des plans d'extraction, par exemple par les industries extractives, tout ce qui voilà, touche au droit de l'environnement, pour trouver le bon canal de communication, parce que c'est en informant et en impliquant qu'on va identifier des risques, mais aussi trouver, et surtout, trouver les moyens de mieux respecter et d'éviter toutes les violations des droits de l'homme. Il y a deux questions encore, mais je pense que je ne sais pas si on les aborde maintenant. Je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Communiquer, ça ne veut pas dire écrire 50 pages en document de référence. C'est effectivement adapter ce qu'on veut dire aux personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par la question et notamment les parties prenantes potentiellement affectées. Aujourd'hui, la communication sur le plan de vigilance, c'est montrer finalement que ce plan est crédible, c'est montrer que c'est bien les risques sur les personnes qui ont été pris en compte par la méthodologie des processus, par la méthodologie d'identification, et c'est aussi montrer, et ça c'est très important, et ça va être vraisemblablement regardé par les parties prenantes et par le juge, c'est montrer la progressivité de la démarche, les plans d'action, comment l'entreprise avance sur les sujets, pourquoi elle choisit de s'intéresser à tel enjeu avant de s'intéresser à tel autre. Et c'est juste arriver à globalement, je pense que si la cartographie des risques est bien faite, si l'entreprise est à l'aise elle-même avec son process interne, elle n'aura pas de difficulté à communiquer. Alors, ça ne veut pas dire tout dire, hein, ça ne veut pas dire tous les fournisseurs, etc. Mais en tout cas, elle communiquera de manière plus transparente sur la question. Il y a une question, et ça Céline l'a dit, nous on a eu beaucoup de questions sur le fait que l'obligation légale est effectivement dans le doc de REF, le plan doit être publié dans le doc de REF, on sait qu'il y a des questions pratiques de place, on sait qu'il y a des questions et puis le document de référence c'est un exercice particulier, formalisé pour les investisseurs. Je crois que Sherpa l'a dit, et je sais que des entreprises vont vraiment le faire, il y aura d'autres modes de communication des plans de vigilance par les entreprises, en particulier sur le site internet. Pourquoi? Pour pouvoir donner plus de détails, pour pouvoir actualiser régulièrement, puisque le document de référence c'est quand même un exercice à date, pour pouvoir répondre le cas échéant s'il y a une alerte, etc., en crise, et pour pouvoir montrer, et c'est des démarches proactives dans les entreprises, parce que juridiquement elles ne sont pas obligées, pouvoir véritablement montrer en fait, un plan de vigilance plus détaillé et surtout la mise en œuvre de ce plan. On va reprendre les deux questions qu'on n'a pas encore répondu. La première porte sur la réparation des dommages causés aux victimes se fait sous le cadre législatif français ou fait-elle intervenir le cadre législatif du pays où ces dommages ont été causés? Alors, ma réponse, je vérifierai. Non, mais moi, alors, il y a deux choses. Il y a un dommage à l'étranger. Il y aura vraisemblablement des poursuites et dans le cadre de réparation au niveau des tribunaux locaux, s'ils peuvent le faire, etc. Et donc ça sera une action en réparation tournée vers la personne, l'entité juridique qui a causé directement le dommage, donc la filiale ou le fournisseur. Après, et c'est l'objectif de la loi, il pourra y avoir une action en réparation et donc contre la société mère, non pas en tant qu'auteur direct du dommage, mais parce qu'il faudra prouver qu'elle n'a pas mis en place son propre obligation de vigilance. Il faudra prouver que, par exemple, elle n'avait pas identifié que c'était un enjeu à risque ou un pays à risque, alors même qu'elle aurait dû le faire parce que c'était évident ou pas, ou voilà, ou que sa carte n'était pas suffisante, que si elle avait identifié qu'elle n'a pas pris les bonnes mesures pour le prévenir, mais je répète, ça reste une obligation de moyens et non une obligation de résultat. L'entreprise devra prouver qu'elle a eu un comportement raisonnable pour couvrir toutes ses activités et pour notamment couvrir ce risque-là qui s'est réalisé. En matière de réparation, alors au niveau juridique, je ne suis pas spécialiste, peut-être Céline, mais en gros, je pense qu'on peut être condamné solidairement à réparer les dommages causés, sachant que si c'est pas que si ça ne marche pas au niveau local, et ben ce sera au niveau que la responsabilité de l'entreprise est avérée qu'elle peut être réparée, condamnée à réparer l'intégralité du dommage.
Sachant qu'il y a au niveau de la loi, y compris française, certes, comme vous l'évoquez, enfin, pour répondre à votre question, s'il y a un dommage causé, enfin, si le dommage est causé par des activités à l'étranger, par une filiale, c'est d'abord vers la filiale qu'on peut se retourner. Mais il arrive que dans des pays, et notamment les pays en voie de développement, il n'y ait pas de système juridique qui permette et qui soit suffisamment efficace pour qu'un juge voilà, accepte, soit compétent, ou que la procédure soit efficace, qui permettent à l'individu français dans ce cas-là, dire, de pouvoir jouir de son droit à la justice. Et il peut, dans ce cas-là, s'adresser à des tribunaux français. La difficulté qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, les procureurs sont libres arbitres d'accepter ou pas de se déclarer compétents pour des dommages qui ont été causés à l'étranger, et qu'on arrive souvent, dans un certain nombre de cas, à ce qu'on appelle un déni de justice. Ce sont des personnes qui, du coup, ne peuvent pas obtenir justice dans le pays dans lequel elles ont vu leurs droits bafoués, ni en France. Donc, c'est quelque chose, c'est une vraie réflexion un point qu'on a soulevé notamment dans le plan national d'action entreprise et droits de l'homme, et qui est, voilà, sur lequel on doit échanger avec le ministère de la Justice pour voir comment faciliter les démarches et les coopérations judiciaires pour éviter ces dénis de justice, pour qu'à un moment donné, s'il y a dommage, la personne, dans tous les cas, bénéficie d'une réparation. La deuxième question qui nous a été posée, peut-être pour préciser sur le cadre juridique, donc effectivement, et d'ailleurs la loi devoir de vigilance, elle est là pour contourner les obstacles que Céline, elle a été poussée par la société civile pour contourner ces obstacles-là et pour qu'effectivement il y ait une réparation quelque part pour les victimes. Si les victimes vont vers l'action en réparation au titre loi devoir de vigilance vers la société mère, c'est le droit français, donc c'est la responsabilité civile du droit humain et c'est les principes et les règles du code civil français qui s'appliquera pour déterminer le lien de causalité, le débiteur de l'obligation, etc. La deuxième question qui nous a posée, auquel on n'a pas encore répondu, est-ce qu'il y a en France encore un quelconque réseau ou une association d'experts en matière d'analyse et d'audit d'entreprise pour aligner leurs démarches vers le respect des droits de l'homme et de la loi de vigilance? Alors, c'est des cabinets de conseil. Soit des cabinets, enfin moi, les exemples que j'ai eus, je ne vais pas donner des noms, mais soit des gros cabinets de conseil, enfin, en général, enfin les Big Four, quoi, on va les nommer, qui ont des départements RSE et qui font qui accompagnent les entreprises sur des cartographies des risques et sur des gap analyses, etc. Soit des cabinets de conseil plus spécialisés, et là je vois l'ENA qui intervient des enjeux et des hommes, comme des enjeux et des hommes, ou Buy Your Way pour la partie fournisseur, ou Greenflex, ou d'autres. Il n'y a pas que je reçois des communications de ces acteurs, mais donc des cabinets de conseil plus spécialisés qui effectivement travaillent depuis longtemps sur les démarches RSE de vigilance et qui peuvent accompagner les entreprises dans aussi bien la gap analysis entre la loi devoir de vigilance et leurs pratiques que dans la cartographie des risques fournisseurs ou filiales et dans les réponses à apporter. Il y en a du coup ayant notamment des activités dans plusieurs pays, de se doter d'un logiciel permettant de faire remonter en temps réel les alertes, de gérer leur traitement et d'actualiser la cartographie des risques. Ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas se prononcer au niveau des moyens, c'est vraiment à chaque entreprise de savoir quoi mettre en œuvre, etc. Ce qu'il y a de sûr, alors en matière de dispositifs d'alerte, c'est que le dispositif d'alerte n'est pas juste quelque chose pour traiter les alertes. Ça doit véritablement, et en particulier dans le cadre de la loi devoir de vigilance, être utilisé comme un outil de prévention des risques. Ça permet effectivement de savoir s'il y a un incident ou d'éviter qu'il s'aggrave, mais ça permet aussi à l'entreprise de savoir, de faire remonter du niveau local, et on sait que c'est difficile dans les grandes entreprises, de faire remonter du niveau local, au niveau des entités, au niveau des pays, au niveau des fournisseurs, puisque je le rappelle, il doit aussi être ouvert à toutes les parties prenantes externes, au niveau d'un site auprès des communautés. Ça doit permettre alerter l'entreprise, de faire connaître à l'entreprise des risques, et après, de prendre en place des actions correctives et de l'intégrer même dans tout ce qui remonte dans le dispositif d'alerte, doit être intégré dans la future cartographie des risques, qui doit être revue régulièrement, etc.
un logiciel, je ne sais pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est que il faut que ce soit en temps réel, oui. Enfin, je veux dire, il y a un moment où l'objectif de la loi, c'est quand même de protéger les personnes. L'objectif du dispositif d'alerte, c'est que tous les bénéficiaires puissent, et je l'ai dit, même en cas d'incident, faire remonter leurs préoccupations, leur situation, pour que l'entreprise agisse le plus rapidement possible et traite la situation et arrête la violation et après répare. Mais d'abord, cesse la violation ou évite le risque, enfin, évite que la violation se survienne. Donc, en temps réel, oui, accessible, ça c'est sûr. Hein. Si on n'avertit pas, mais y compris les salariés, qu'il y a un dispositif d'alerte qui peuvent saisir, si on ne communique pas de manière adéquate, c'est-à-dire dans les langues, auprès de toutes les personnes, bien évidemment, il ne sera pas utilisé et donc il sera inefficace. Et ça, les juges le verront. Hein, si on fait par rapport à. Alors, la loi dit un mécanisme d'alerte et de recueil de signalement, elle ne donne pas plus d'informations. Mais enfin, il y a un moment où la bonne foi et les critères d'effectivité du mécanisme d'alerte seront appréciés par les juges. Et on s'attend quand même, et ça vaut, je pense, pour toute la loi, et ça encore, c'est une interprétation personnelle, on s'attend à ce que les grandes entreprises, et c'est que les grandes entreprises qui sont visées, donnent des gages de crédibilité, ne se réfugient pas derrière d'éventuels arguments de ressources ou de moyens, et assument véritablement leur responsabilité juridique et et montrent finalement, donnent des preuves de bonne foi dans la mise en place des démarches de vigilance. Et les dispositifs d'alerte, un dispositif d'alerte juste, honnêtement, c'est mon point de vue, un mail au niveau du groupe qui n'est pas communiqué, etc., c'est pas crédible en fait. Enfin, en tout cas, au sens de vigilance, c'est pas, ça ne peut pas être crédible, en particulier, et c'est là où l'avantage de la cartographie des risques, en particulier là où des risques vraiment saillants, des risques majeurs ont été identifiés. Alors, pour répondre à ta question, Léna, faire remonter en temps réel les alertes, à minima, je pense, là où des gros risques ont été identifiés, sur des gros projets, là où il y a des fournisseurs vraiment très à risque. Oui, je pense qu'on attend de l'entreprise à ce qu'elle mette en place, elle aille plus loin qu'un simple après, un simple dispositif d'alerte. Groupe, après, le logiciel ou pas, enfin, c'est à chacun de Ouais, je décider. pense que moi, j'avoue que je tique un peu sur le logiciel parce que je pense que vous en êtes conscient, il y a de nombreux pays où le logiciel ne sera pas accessible à tous. Donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu, comme le disait, c'est non seulement d'informer de l'existence d'un dispositif et de ce qui sera fait du traitement de ces alertes, mais le rendre accessible à toutes les parties prenantes. Et quand on voit dans certains pays, les parties prenantes, ça peut être des populations qui ne s'expriment pas de la même manière, n'ont pas accès forcément à Internet, qui ne fonctionnent que par du réseau. Je pense à voilà, beaucoup on entend beaucoup de difficultés dans des pays où il y a des peuples autochtones. Ça n'est pas la majorité des projets. Il n'empêche que c'est une situation extrême qu'il faut prendre en compte. Et du coup, voilà, il faut vraiment réfléchir sur la nature de ce qui est mis en place. Tant par comment est-ce que comment les personnes y ont accès, comment elles sont informées, qu'ensuite qu'est-ce qu'on en fait et comment les informations sont utilisées. Alors, il y a une dernière question. Dans un autre pays que la France, la victime d'un préjudice causé par une entreprise française doit-elle porter plainte auprès d'un tribunal français pour voir son cas traité? Le problème soulevé pourrait être que la victime ne soit pas en mesure de pouvoir revendiquer la responsabilité de l'entreprise pour son préjudice tant qu'elle ne puisse saisir un tribunal français par les moyens en possession de la victime. Auquel cas doit-elle s'en remettre à une partie prenante observatrice pour pouvoir exiger réparation? Oula. Okay. Alors, donc c'est la victime hein, qui doit porter, enfin, qui doit agir auprès des tribunaux. Hein, c'est le principe de la responsabilité civile. Donc voilà. Par contre, elle peut être soutenue, et c'est ce qui se passe, hein, on le voit, il y a des actions judiciaires aujourd'hui de victimes étrangères en France qui sont soutenues par des associations comme Sherpa ou par d'autres ONG. Et donc, en pratique, elle sera soutenue ou par d'autres fondations, enfin, je ne sais pas, par d'autres acteurs, en tout cas la société civile ou des syndicats. Elles ne peuvent pas s'en remettre, mais elles peuvent Elles peuvent pas l'ONG ne peut pas porter plainte pour la victime, par contre, elle peut la représenter et l'appuyer dans ses démarches. Et après, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué dans tout ce qui est démarche, dans les démarches juridiques, c'est l'action de groupe.
dont le périmètre a été étendu récemment, en 2016. Donc là encore, on dessine un peu mal les contours et l'effectivité et comment les personnes vont s'en saisir. En tout cas, voilà, c'est aussi quelque chose qu'il faut suivre pour pallier au déni de justice et à cette parfois difficulté, notamment pour des victimes de violations en raison des activités des entreprises qui peuvent se dire que c'est compliqué, qu'elles ont un mastodonte économique en face d'elles, voilà, et qui, par le biais des actions de groupe, peuvent trouver un moyen de voir leurs droits défendus, reconnus et obtenir réparation. Pour finir, en fait, il y a encore, vous l'avez vu, donc c'est vraiment la première année d'application de la loi et de compréhension, d'interprétation. Moi, ça me fait penser un peu au UK Modern Slavery Act, où on voit par exemple vraiment qui a été donc adopté en 2015 et on voit aujourd'hui, même si c'est pas suffisant pour certains, j'en suis consciente, mais en tout cas les pratiques des entreprises les plus avancées ou celles qui ont bien voulu le faire sont améliorées, notamment dans leurs déclarations, donc dans leurs statements. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'attentes sur les plans de vigilance de l'année prochaine, hein, et ils ne pourront qu'être plus conséquents, on va dire. Maintenant, il y a des enjeux d'interprétation des textes, hein, qui seront toujours différentes entre les entreprises et entre leurs parties prenantes et entre la, les autres acteurs. Et donc, il y aura une partie, enfin, il y a des choses qui seront réglées que finalement devant les juges qui auront, comme toutefois, la charge de l'interpréter et de l'appliquer. En attendant, et je crois que vous l'avez compris, nous, ce qu'on conseille aux entreprises pour se protéger le plus possible juridiquement, c'est de revenir à l'esprit de la loi, de revenir aux références et de s'appuyer véritablement sur ces outils. Très bien. Eh bien, voilà, Céline est d'accord avec moi. merci beaucoup Charlotte, merci beaucoup Céline. Merci à tous nos participants qui nous ont suivis aujourd'hui.